se recentre sur la définition de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, je le dis tout de suite, on ne sera pas sur le volet réglementaire, enfin, ce n'est reposer le cadre, mais vraiment sur comment on définit cette compétence sur les territoires et quelles sont les bonnes questions à se poser pour pouvoir avancer et porter ce projet de mise en place d'une compétence pertinente et efficace, alors que ça fait 30 ans qu'on en parle, on voit bien qu'on est encore dans la définition. Effectivement, pourquoi on est encore dans la définition? Cette compétence GEPI, c'est vraiment une compétence et une mission assez atypique et transversale. Et j'ai mis et qui doit le rester. Je pense qu'aujourd'hui, elle a été, pour certaines collectivités, notamment tout ce qui est métropole, c'est relativement ancien, mais aussi les communautés d'agglo, la compétence, elle a été créée au 1er janvier 2020. Et on barbille en tête sur la définition du service. Et on s'inquiète un peu de ça parce que finalement, la gestion des eaux pluviales, c'est en lien avec l'assainissement, effectivement, c'est en lien avec l'urbanisme, l'instruction des permis de construire, c'est en lien avec l'aménagement du territoire. Il y a un lien très fort avec les voiries, avec tous leurs aspects, tous les fossés, mais aussi les nouvelles mobilités. On voit bien qu'on est en capacité de mutualiser nos forces. Espace vert, si on fait des solutions vertes, il faut bien les gérer. La propreté, si on fait des points bas, il y a parfois des concentrations et il faut un entretien particulier. Malgré tout, la ressource en eau potable, gérer de l'infiltration, il faut être cohérent par rapport à la préservation de la ressource. Et enfin, toute la partie inondation, ruissellement en lien avec la GEMAPI. Ça veut dire qu'il faut être en interaction avec ces services et en préoccupation aussi par rapport à leurs objectifs et leurs enjeux. Du coup, un service gestion des eaux pluviales urbaines, il doit être en relation avec plein d'acteurs différents. Il doit être mobiliser les élus des différentes compétences dans l'intercommunalité, mais aussi les élus communaux. Il doit être en relation avec les propriétaires fonciers. Il doit sensibiliser et accompagner éventuellement les aménageurs. Il a des prestataires techniques qui peuvent l'aider. Il y a les autres services de la collectivité. Je ne sais pas si on parlait d'un autre service, si on aurait autant d'interaction avec les autres compétences et les autres services. Et je pense que c'est quelque chose qui est relativement complexe, mais qui est toute la valeur de cette compétence. J'ai mis un petit rappel du code napoléonien, parce que finalement, la gestion des eaux pluviales, c'est important de rappeler les responsabilités de chacun. Le service gestion des eaux pluviales, il n'est pas là pour prendre pour lui l'ensemble de la problématique de la gestion des eaux pluviales. Le code napoléonien, en 1804, est toujours présent dans le code civil aujourd'hui, rappelle que les propriétaires des fonds inférieurs doivent accepter les eaux pluviales qui arrivent naturellement du fond supérieur à partir du moment où le propriétaire du fond supérieur n'aggrave pas la situation de ruissellement par rapport au fond inférieur. Et je pense que c'est un élément qui est important à se rappeler régulièrement parce que là, on répartit les responsabilités, y compris avec les propriétaires fonciers, les aménageurs privés et l'ensemble des acteurs de l'aménagement de nos territoires. Ceci étant rappelé, on a travaillé sur la notion de transfert de compétences et on a, depuis 3-4 ans, on a produit quelques documents et quelques outils pour accompagner les collectivités. Le premier travail qu'on a fait, on est parti d'un travail très conséquent et important fait par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et on a retravaillé la trame pour le CCTP, cahier des clauses techniques et particulières, pour ces études de transfert de compétences. Et une fois qu'on avait posé ça, on a retravaillé sur la temporalité puisqu'il fallait faire très vite. Maintenant, on peut être déçu de voir que beaucoup de territoires vont avoir du délai disponible. Ceci étant dit, ça peut être une opportunité pour faire les études, dans un délai raisonnable pour que cette compétence soit bien définie. Et puis, une fois qu'on a eu posé cette orientation sur la définition de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, on a travaillé sur comment définir ces contours avec 2 entrées principales, le patrimoine de cette compétence et les missions. Et j'ai une question à laquelle je vais répondre, je crois, juste après. Pourquoi les eaux pluviales urbaines et pas eaux pluviales tout court? Parce qu'effectivement, cette compétence gestion des eaux pluviales urbaines, finalement, on parlait de transfert de compétences pour l'eau potable, pour l'assainissement, c'est bien un transfert, mais finalement, pour les eaux pluviales urbaines, c'était plutôt une définition puisque le service
en général, n'existaient pas. Ces contours n'étaient pas forcément définis. On était sur le budget général, on était intégré à un certain nombre de volets d'action du territoire, souvent de la commune, et que transférer cette compétence, c'était surtout la définir et en établir les contours. Pourquoi cette réflexion sur un chronogramme? On s'est dit que finalement, pour faire des études raisonnables et satisfaisantes d'un point de vue méthodologique, acquisition des connaissances, mais aussi appropriation des principes et pour que l'ensemble des acteurs partagent ce projet, un délai de 2 ans, ça nous semblait être un minimum satisfaisant et que faire des études sur 6 mois, 1 an, ça ne permettait pas de faire les choses correctement d'un point de vue de l'appropriation, mais aussi d'un point de vue administratif, d'un point de vue technique. On se retrouvait dans des situations d'inconfort total et on se retrouvait avec une compétence d'un point de vue officiel sans avoir les clés, les éléments nécessaires pour le faire. Donc, on a évoqué les différentes étapes pour ce transfert en parlant de mobilisation des élus, de communication et concertation, d'études et de définition des aspects humains, ressources humaines, des aspects techniques, les ouvrages, le patrimoine, les aspects financiers, comment on finance, quels sont les transferts de budget, et des aspects juridiques. Tous ces documents sont en ligne sur notre site internet, ou peut-être pas celui-ci d'ailleurs, ça ne devrait pas tarder. On est presque au point sur ce dernier, c'est une avant-première, mais vous aurez accès à ces documents avec les PowerPoint. Donc, comme je le disais, je ne vais pas redire, on s'est posé les questions du périmètre géographique, des missions et du patrimoine, et on a surtout évoqué l'importance de formaliser l'ambition politique dans la définition de cette compétence gestion des eaux pluviales urbaines, en relation avec l'ensemble des autres aspects de l'aménagement et de la gestion de l'eau sur le territoire, qui était un préalable indispensable à la définition de la compétence et à son bon transfert. Alors, la notion d'aire urbaine, c'est une définition réglementaire puisque c'est la façon dont la compétence gestion des eaux pluviales a été établie pour pouvoir la délimiter. La réglementation a proposé que ce soit les eaux pluviales urbaines. Et du coup, ça pose des questions d'articulation entre ces eaux pluviales urbaines, les problématiques plus larges de ruissellement sur un territoire et en amont, la problématique gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, où là aussi, on a des inondations liées au ruissellement. Cette définition, elle est réglementaire, mais je ne sais pas si c'est une manie du gré, mais on cherche toujours à travailler sur la question du bon sens. Et donc, je pense que chaque territoire doit se poser cette question de bon sens. Quelle est la limite de cette compétence? Quelle est la limite pertinente d'un point de vue d'une politique et d'une stratégie de gestion des eaux pluviales sur le territoire pour répondre aux enjeux du territoire, pour s'adapter à la gouvernance en place ou la gouvernance qui est en cours de mise en place. Et enfin, les moyens, parce que il est vrai, et vous le verrez, on s'est souvent dit on va tout prendre, comme ça au moins on maîtrisera tout. Sauf que quand on commence à aborder les budgets, les moyens humains nécessaires, etc., on se dit mais peut-être qu'on va quand même laisser une partie de la gestion à tel acteur, quitte à travailler pour que ça fonctionne bien. Mais on ne peut pas tout rapatrier sur un seul service qui aujourd'hui n'existe pas, n'a pas de budget et de toute façon sera sur le budget général. Ah, Étienne, il fait si peut-être à terme, pourquoi pas. Ça doit dépendre des territoires, tu as raison, il n'y a pas de règle. Donc c'est vrai que ce concept de système de gestion des eaux pluviales urbaines, on a la réglementation, notamment sur les métropoles et les coms d'agglo, a proposé de manière initiale de rapprocher la gestion des eaux pluviales de l'assainissement, ce qui pour moi était presque regrettable parce qu'on rapprochait la gestion des eaux pluviales d'une vision très tuyau, réseau, connexion, etc. Et on risquait de perdre un peu la dimension aménagement, mais d'un point de vue fonctionnel, ça peut être utile. On a besoin de travailler en rapprochement avec les documents d'urbanisme parce qu'on est sur les zones urbaines et à urbaniser pour définir ce cadre géographique, mais ça nous éloigne de la vision bassin versant, on peut le regretter. Et puis enfin, comme je le disais, l'assainissement, c'est un SPIC, service public industriel et commercial, avec un budget propre. La gestion des eaux pluviales aujourd'hui, c'est un service public administratif
qui est sur le budget général. Et donc, on n'est pas sur les mêmes modalités de financement et pas sur les mêmes budgets. Alors, je suis contente de voir que la DCF propose également une définition réglementaire. Je suis sûre qu'on s'entendrait bien et on est bien d'accord là-dessus et on l'assume pleinement. On ne dit pas qu'on va contre la réglementation. Et j'ai vu qu'il y avait un représentant du cabinet de Philippe Marc qui avait fait un très bon article sur le travail qui avait été fait par le CGEDD et sur justement cette lecture plurielle de la compétence gestion des eaux pluviales et la nécessité d'avoir une réflexion locale ancrée sur le territoire pour en faire une bonne définition. Juste donc, je vais passer un peu vite sur ces éléments-là. L'importance d'associer la voirie par rapport aux ouvrages et de partager une culture de l'eau interservice pour une gestion à la source sur les espaces publics, mais on ne gère pas que les espaces publics. Donc, pour la définition du contour de la gestion des eaux pluviales urbaines, on s'est posé la question déjà des ouvrages. En fait, quels sont les ouvrages qui contribuent, qui participent et qui impactent la gestion des eaux pluviales urbaines? Quels sont les ouvrages sur lesquels la collectivité intervient au titre de sa compétence? Et en fait, la question, c'est quelles sont les motivations, les avantages et inconvénients vis-à-vis de ce choix? Est-ce qu'on considère que ces ouvrages sont ou non de la compétence? Et quelles sont les précautions à prendre? Et effectivement, on a trouvé intéressant dans l'étude de la compétence de garder ces trois périmètres, ces trois contours, avec les ouvrages qui vont effectivement être de la responsabilité et du service GEPU, les ouvrages qui sont gérés, peut-être qui ne leur appartiennent pas, qui peuvent être des ouvrages communaux, et puis les ouvrages qui sont connus parce qu'il est important de savoir comment ils fonctionnent et quels impacts ils ont ou quelles conséquences ils subissent du fait de notre gestion. Et tous ces ouvrages ont besoin d'être connus. Donc, on a identifié une typologie d'une dizaine d'ouvrages en allant des accessoires de voirie aux ouvrages multifonctionnels, aux aménagements urbains d'infiltration. Et pour chaque type d'ouvrage, on s'est posé la question de savoir est-ce que cet ouvrage doit être ou non inclus dans la gestion des eaux pluviales, dans le service de gestion des eaux pluviales, et quelles sont les motivations, avantages et recommandations qu'on pourrait évoquer au vu des retours d'expérience que nous avons au niveau du groupe de travail. Il y a des non fermes, il y a des oui fermes, mais il y a surtout des plutôt non, plutôt oui, oui ou non oui, argumentés pour que chacun sur son territoire se pose effectivement les questions et ne se serve pas de notre outil comme étant la réponse à sa problématique. Pour faire vite, parce que Étienne illustrera bien ces choses sur le territoire et je ne voudrais pas vous priver de son expérience. Par exemple, sur les nous, on a dit est-ce que ça doit être inclus dans la compétence du service? On a dit oui ou non. Oui, si on inscrit une définition large du service, c'est le service de gestion des eaux pluviales, ça, le service GEPU en fait. On l'a fait avant que ça devienne GEPU en fait. En incluant les ouvrages de gestion des surfaces, mais non si on peut s'appuyer sur un bon service de voirie qui entretient ses fossés et qui entretient les nous au regard de ses différents objectifs et qui est sensible à la question du ruissellement pluvial. En tout cas, que ce soit géré par un service voirie communal peut-être, ou que ce soit géré par le service GEPU, ce qui nous semble important, c'est que le service GEPU ait bien une bonne visibilité des ouvrages existants et des nous existantes sur le territoire. Et puis, une précaution sur l'articulation avec la GEMAPI, parce qu'effectivement, on arrive parfois à des ouvrages qui rentrent dans une vision zone humide et biodiversité. Et donc, bien gérer ces différentes dimensions. Un autre exemple, les bassins de rétention, notamment à ciel ouvert. Alors là, on a plutôt été non, oui, en disant que c'était des ouvrages qui étaient plutôt adossés à la voirie, sous réserve que le service voirie soit sensible à cette question, mais que si cet ouvrage il collecte les eaux au-delà de la voirie des parcelles privées, on est dans un ouvrage collectif qui gère l'ensemble des eaux et qu'à ce moment-là, il est assez logique que ce soit de la responsabilité du service gestion des eaux pluviales urbaines. Dans tous les cas, c'est un patrimoine à connaître.
En ce qui concerne la définition du contour du service du point de vue des missions, on s'est posé plusieurs questions. Quelles sont les missions qui sont nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sur le territoire? Quelles sont les missions parmi celles-ci qui doivent ou non être incluses dans la compétence du service gestion des eaux pluviales urbaines? Et encore une fois, quelles sont les motivations, avantages et inconvénients vis-à-vis de ces choix et les précautions à prendre? De la même façon, on a établi une typologie des missions avec quatre grandes familles. La famille de l'exploitation, exploitation des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux pluviales urbaines. La famille de tout ce qui est études et travaux et gestion des investissements. La notion de suivi des projets, notamment des projets privatifs qui portent sur la gestion des eaux pluviales et quelle est la mission du service GEPU. Et enfin, plus largement, des missions d'accompagnement des acteurs du territoire pour la gestion des eaux pluviales. Rebelote, par grande famille, quelques missions. Est-ce que celle-ci doit être inclue dans la compétence gestion des eaux pluviales urbaines? Et enfin, quelles sont les motivations, avantages et recommandations? Petite illustration, sur l'exploitation des ouvrages privés. On peut se poser la question, oui ou non? On a en tête beaucoup les lotissements avec des rétrocessions assez régulières des espaces communs. Et dans ce cas-là, il est important de bien cadrer les procédures de rétrocession, les modalités d'entretien, de formaliser éventuellement des prescriptions pour la conception et l'entretien en amont des projets. Et la question se pose souvent d'imposer ou pas des études de perméabilité pour garantir le bon fonctionnement des ouvrages d'infiltration si cette solution est retenue. Et c'est vrai que s'engager dans la gestion des espaces privatifs, ça veut dire qu'il est encore plus indispensable d'anticiper sur la conception. Autre illustration sur les missions du service, dans le volet études et travaux, la question se pose sur les programmes d'action de solutions structurelles face aux désordres constatés, c'est-à-dire vous avez des secteurs avec des problèmes d'inondation par ruissellement urbain, on va développer des solutions adaptées et qui viennent résoudre des problèmes déjà constatés. Ben là aussi, est-ce que c'est service GEPU? Je pense qu'on peut encore, au cas par cas, définir si c'est le service qui doit s'occuper de ces ouvrages qui peuvent être en termes d'investissement extrêmement lourds, et donc c'est dans la limite des moyens d'action du service. Je pense que c'est un sujet qu'on abordera grandement sur Chambéry. Et pour se poser la question, évidemment, il faut une étude diagnostique assez cohérente et une étude diagnostique d'ensemble sur les points noirs et les désordres pour animer la réflexion sur les solutions, les priorités et les actions à mener au cas par cas. Ouais. Un grand oui. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le collectif, mais communication, sensibilisation, évidemment, ça doit faire partie des missions de ce service gestion des eaux pluviales urbaines. Et c'est pas la cerise sur le gâteau. À mon avis, c'est plutôt les fondamentaux. Donc, il ne faut pas négliger le temps nécessaire à ce travail de communication, sensibilisation, d'une part vis-à-vis des élus et techniciens du territoire. Alors, je dis du territoire, c'est-à-dire de la collectivité, éventuellement des communes, parce qu'on a besoin de mobiliser, sensibiliser tous les acteurs hors compétences pluviales. Et puis aussi, prévoir un temps et des actions pour communiquer aux autres acteurs du territoire qui interviennent sur le territoire, les aménageurs, les bureaux d'études, les particuliers, pour que cette stratégie puisse se mettre en place avec la contribution de tous. J'ai l'impression de dire des généralités. Après, c'est facile de dire des yaka faucons. C'est bien pour ça que je vais accélérer un petit peu et laisser rapidement la parole à Étienne. Ce qui est sûr, c'est que cette analyse des questions, des avantages et inconvénients, c'est ce qu'on a mis dans notre chronogramme. C'est relativement itératif parce que si on peut être très ambitieux au départ, une fois qu'on met les chiffres en face, souvent il y a besoin de refaire un tour pour identifier qu'est-ce qu'on inclut effectivement dans notre compétence GEPU au regard des budgets, au regard de la répartition de ces charges, au regard des moyens humains qu'on met dans le service pour gérer les investissements et le patrimoine. Et c'est effectivement un processus itératif pour arriver à une bonne organisation du service. Vous dire qu'on a
tous ces documents qui sont à votre disposition. J'en ai recité deux parce qu'on n'a pas tellement parlé de schéma directeur de gestion des eaux pluviales, d'intégration, d'élaboration du zonage et d'intégration de la problématique des eaux pluviales dans les documents d'urbanisme et de planification. C'est un travail qui date un petit peu au niveau du GREI 2009-2011, qui aurait besoin d'être mis à jour, mais où il y a de très bonnes références et surtout de très bonnes questions à se poser si vous êtes dans cette dynamique d'élaboration des documents de référence.